La raison pour laquelle on fait cette rencontre-là, évidemment, c'est pour communiquer ces développements intéressants-là dans un nouveau traitement médical, mais c'est aussi un peu pour attirer l'attention sur une maladie qui est relativement méconnue, mais qui affecte tellement les individus qui en sont affectés. Puis aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité, en fait, d'avoir des témoignages de la part des individus qui ont à vivre avec ces maladies-là et les gens de la famille, parce que ça affecte évidemment leur environnement. Donc, ça s'appelle la maladie de Cushing parce que c'est un neurochirurgien de Harvard, en fait, Harvey Cushing, qui le premier a compris le lien entre la cause la plus fréquente, qui est la cause hypophysaire, et la maladie. Puis vous voyez ici que la première patiente qui a été publiée en 1932, puis qu'il avait étudiée en 1912, Minigé, ici a vraiment les caractéristiques qu'on va voir. C'est une jeune femme à peine de 20 ans qui avait développé cette obésité importante à distribution surtout abdominale, avec, vous voyez, son dos qui est déjà voûté parce qu'on peut avoir de l'ostéoporose avec l'hypertension, des troubles neuropsychologiques, des fois psychiatriques même, de dépression qui peut être assez importante. La cause principale du syndrome de Cushing, c'est ce qu'on appelle la maladie de Cushing, parce que c'est la maladie qui se situe au niveau d'une tumeur de l'hypophyse. Donc, une cellule de l'hypophyse qui se met à se multiplier et à faire une tumeur bénigne qui produit trop d'ACTH, qui, elle, stimule les deux glandes surrénales à produire trop de cortisone. Et c'est ces niveaux élevés de cortisone de façon chronique qui vont entraîner tous les symptômes que les patients vont présenter ou de façon majoritaire, en fait. Les signes cliniques vont être diversifiés et les pourcentages de patients qui vont présenter des symptômes, mais c'est un amalgame de plusieurs symptômes qui se produisent progressivement, souvent de façon insidieuse. En moyenne, des fois, ça prend 2, 3, 4, 5 ans avant que le diagnostic soit posé parce que ça se développe souvent de façon progressive. Presque 90% des patients vont présenter une accumulation de stimulation de l'appétit, gain de poids, qui est souvent à distribution centrale, qui concerne le cou, l'abdomen, alors que souvent les extrémités n'augmentent pas de dimension. Il y a environ 75% des gens qui vont avoir de la haute pression. Dans environ 40% des cas, les gens vont avoir du diabète. Mais si on recherche de plus près l'intolérance au glucose ou le prédiabète, il est encore plus fréquent. Si on ne traite pas les gens, cette haute pression-là, le diabète, les conséquences d'excès de cortisone entraînent des changements au niveau des vaisseaux sanguins. Et si on ne traite pas les gens, il va y avoir éventuellement 50% des gens, lorsqu'il n'y avait pas de traitement disponible, en dedans de 5 ans, 50% des gens mouraient de complications cardiovasculaires, infarctus, ACV, etc., à cause de leur syndrome de Cushing. L'excès de cortisone entraîne une fonte des muscles avec la faiblesse musculaire importante. Le cerveau est un des tissus cibles de la cortisone et c'est extrêmement important les changements qui se produisent au point de vue du fonctionnement cérébral, où les gens vont avoir des changements de l'humeur qui peuvent aller jusqu'à des dépressions majeures. Des gens peuvent être hospitalisés en psychose aiguë. Mais souvent, c'est plus modeste que ça. Les gens ne se sentent pas bien de voir tous ces changements-là qui se produisent. La capacité de se concentrer, d'apprendre des nouvelles choses, la mémoire est affectée de façon importante. Souvent, le sommeil est perturbé. Les gens s'endorment relativement facilement, mais s'éveillent tôt pendant la nuit. La peau devient mince. On a des vergetures, des ecchymoses faciles. Les os deviennent fragiles. On peut avoir des fractures, des écrasements de vertèbres avec beaucoup de douleur. Chez les femmes, les changements des menstruations sont fréquents. L'ACTH stimule aussi la production d'hormones mâles par les glandes surrénales. Souvent, il y a des problèmes de pilosité excessive, de menstruation anormale. Et chez l'homme, curieusement, ça diminue la production de testostérone dans les testicules. Ça fait que souvent, il y a des problèmes de libido qui sont altérés. C'est une maladie qui est rare, qui affecte environ 2 patients par million de population, de nouveaux patients, ce qui veut dire qu'au Québec, il y a peut-être seulement 15 nouveaux cas de maladie de Cushing annuellement. Mais évidemment, ces gens-là, on les traite, tout ça. Ça fait qu'en général, la prévalence est de 40 à 80 cas par million de population, ce qui veut dire qu'au Québec, il y a peut-être environ 500 patients affectés par la maladie de Cushing, puis on en suit probablement au moins le tiers ou près de la moitié ici, les différents endocrinologues du CHUM. Quand la tumeur est plus que 3 ou 4 mm, comme ici, on voit l'exemple d'une tumeur hypophysaire qui est située ici, c'est la situation idéale pour qu'un neurochirurgien puisse aller reséquer une lésion qui est bien visible. Et parfois, c'est plus difficile de la trouver quand elle est petite et non visible radiologiquement au niveau de l'hypophyse. C'est le docteur Jules Hardy qui a développé vraiment la chirurgie par voie transphénoïdale, qui est la méthode moderne maintenant avec caméra
en passant par le nez pour aller faire l'approche chirurgicale. Il y a eu des développements ultérieurs éventuellement. Les premières grandes séries, c'est en 1978. Et maintenant, ça se fait en équipe où il y a un ORL qui fait la broche du temps en passant par le nez. Puis maintenant, il y a des caméras flexibles pour faire l'endoscopie. C'est beaucoup plus facile d'aller voir et d'aller trouver les plus petites tumeurs au niveau de l'hypophyse. Bien qu'il y ait eu des développements technologiques, lorsqu'on regarde les grandes séries dans les grands centres spécialisés, la chirurgie hypophysaire qui est le traitement de choix, la chirurgie initiale, malheureusement, dans 10 à 35 des cas, le chirurgien n'est pas capable d'identifier complètement la tumeur et de la resséquer complètement, de telle façon que, immédiatement après la chirurgie, on se rend compte qu'il y a un échec. C'est encore plus vrai quand les tumeurs sont plus grosses que 10 mm, c'est plus difficile à resséquer complètement. Et heureusement, dans 70 à 90 des cas, il y a une rémission initiale. Mais quand on suit les patients, même s'ils ont été en apparence guéris initialement, puis qu'on les suit pendant 5 ou 10 ans, il y a environ 30 de ceux qui ont été en rémission initialement qui vont récidiver, de telle façon qu'au bout de la ligne, il y a à peu près 50 des gens pour lesquels la chirurgie hypophysaire n'aura pas réussi à contrôler la situation. Et les traitements qui étaient offerts auparavant, avant l'avènement des traitements médicaux dont on va maintenant parler, c'est de faire une deuxième chirurgie hypophysaire, mais souvent, ce n'est pas possible parce qu'on ne voit pas où elle est située, cette tumeur résiduelle-là. S'il y a une grosse tumeur, oui, c'est une bonne chose de faire une deuxième chirurgie, mais souvent, on ne la voit pas. La radiothérapie, c'est bon quand il y a une grosse tumeur qui ne peut pas être resséquée chirurgicalement, qui est envahissante, c'est une bonne approche. Mais quand on ne voit pas où est la maladie, c'est difficile de savoir où viser. Et puis, ultimement, le traitement qui existait avant la chirurgie hypophysaire, c'est d'enlever les 2 glandes surrénales. Ça règle le problème au niveau de production de cortisol, mais ça laisse le patient avec une dépendance complète de remplacement de cortisol à vie, avec les risques possibles de complications reliées à ceci. Et des fois, la tumeur peut se remettre à grossir au niveau de l'hypophyse. Donc, il y a des défis. C'est sûr qu'il y a toujours une solution éventuelle, mais honnêtement, on était à la recherche d'avoir un traitement médical, comme d'autres tumeurs hypophysaires auparavant qui étaient opérées chirurgicalement. Par exemple, les prolactinomes, c'est rendu très, très rare. On traite médicalement la plupart de ces gens-là. Donc, on cherchait une molécule qui serait capable de cibler le problème. On a déjà certains médicaments, comme des médicaments qui bloquent la synthèse des hormones stéroïdiennes, ou il y en a d'autres en développement. Mais ce que l'on souhaite, évidemment, idéalement, c'est d'avoir une thérapie médicale qui serait capable de cibler directement la cause du problème, la tumeur hypophysaire elle-même, pour normaliser la sécrétion d'ACTH puis du cortisol, pour restaurer une régulation normale de cette production-là, puis pour inhiber puis faire réduire la taille de la tumeur, ce serait l'objectif idéal. Pour être capable de faire ça, il faut connaître et comprendre ce qui régule les tumeurs hypophysaires. Puis ce que vous voyez ici, ça peut paraître un peu complexe et rébarbatif, mais à l'intérieur de la tumeur hypophysaire, il y a des équipes, mes collègues de Rotterdam ont identifié le fait que dans les tumeurs hypophysaires, il y avait des récepteurs pour certaines hormones, puis en particulier pour une hormone qui s'appelle la somatostatine, qui a 5 sortes de récepteurs. Ils ont identifié que dans les tumeurs hypophysaires responsables de la maladie de Cushing, il y avait un récepteur, le SST5, qui était exprimé principalement dans les tumeurs hypophysaires. Et le médicament dont on va parler maintenant, c'est exactement une molécule qui a été développée pour cibler ce récepteur SST5. Ce n'est pas au hasard ou un essai comme ça, juste tenter un médicament X, Y, Z. La recherche doit avancer en connaissant les causes, les molécules impliquées, puis de cibler ces causes-là particulières. Donc, c'est important de comprendre ceci pour comprendre le développement que Novartis Pharma a fait de développer cette molécule-là qui s'appelle de son nom un peu rébarbatif, le SOM230, ou le pastéréotide, parce que c'est un analogue de la somatostatine, comme un autre médicament qui est commercialement disponible, qui s'appelle l'octréotide, qui est un petit frère, qui, lui, ciblait surtout les récepteurs 2, mais là, l'avantage du pastéréotide, c'est que ça cible le récepteur 5 de la somatostatine, puis il a été démontré in vitro, puis dans les modèles animaux, que le médicament est efficace pour diminuer la production d'ACTH et donc d'améliorer les niveaux de cortisol dans des modèles animaux, ce qui a généré les études cliniques. Il y a eu d'abord une étude de phase 2 sur un très petit groupe de patients, juste pour 2 semaines, pour démontrer qu'il y avait une efficacité. Puis lorsque ça a été démontré, ça a justifié de faire cette étude ici, dont on parle aujourd'hui, qui est l'étude de phase 3, qui, pour être capable d'avoir un nombre suffisant de patients, avait été prévu qu'il fallait être capable de recruter
un nombre d'environ 160 patients. Donc, dans cette étude-ci, il y a 162 patients. Puis, tenant compte du fait que, même ici, qu'on est un centre de référence, on voit X nouveaux cas par année, c'est clair qu'il faut que ce soit des études internationales dans des centres de référence pour être capable d'avoir un nombre suffisant de patients. Ce qui a fait que au Canada, il y a eu 3 centres, Edmonton, Halifax et nous, ici à Montréal, qui avons participé à cette étude avec nos collègues de plusieurs pays dans le monde, des centres universitaires qui sont reconnus pour leur expertise dans le domaine du Cushing. Et l'étude, c'était de comparer 2 doses différentes du médicament qui s'administre par voie subcutanée 2 fois par jour, soit 600 ou 900 microgrammes 2 fois par jour. Ça se faisait à double aveugle, de savoir si c'était la dose de 600 ou 900 microgrammes. Et l'objectif, c'était de voir, 6 mois après le début du traitement, est-ce qu'on était capable de normaliser les taux de cortisol chez ces patients-là. Mais après 3 mois, on pouvait, si les taux étaient encore trop hauts ou vraiment trop bas de façon importante, on pouvait ajuster les doses. Puis après 6 mois aussi, on pouvait ajuster les doses pour que, si les patients s'amélioraient suffisamment, ou si au contraire, c'était même trop efficace puis les taux devenaient trop bas, pour ajuster les doses. Et les patients étaient suivis pendant 12 mois. Mais si, après 3 mois ou 6 mois, il y avait un échec, puis les taux restaient trop hauts, puis les patients étaient symptomatiques, évidemment, ils pouvaient sortir de l'étude pour se faire offrir une autre alternative au traitement. Même si c'était une distribution aléatoire au début, ceux qui étaient à 600 mg par hasard avaient des niveaux un peu plus élevés que ceux qui ont commencé avec le 900 microgrammes. Vous voyez que l'amélioration est rapide. Puis ça, c'est important parce que quand on commence un traitement, en dedans d'1 mois ou 2, on est capable de prédire déjà si les gens répondent. S'ils ne répondent pas, bien, on peut cesser ça puis passer à un autre traitement. Mais quand les patients répondent, les niveaux restent stables pendant toute l'année. Ça aussi, c'est important parce que certains médicaments, des fois, qui agissent bien initialement, mais que l'effet n'est pas soutenu, on voit que c'était soutenu pendant toute l'étude. Ce qui nous intéresse de façon majeure, évidemment, c'est quel pourcentage de patients sont normalisés complètement, qu'on peut s'appuyer uniquement sur cette médication-là pour traiter le patient. Alors, vous voyez qu'ici, qu'après 6 mois, globalement, pour l'ensemble de tous les patients, c'est 20 des patients qui étaient normalisés. Et après 12 mois aussi, c'est environ 19,1 mais dans le sous-groupe qui a reçu 900 microgrammes 2 fois par jour, c'est environ le quart des patients qui sont améliorés. Puis comme je le mentionnais tantôt, plus les niveaux sont bas, plus le pourcentage de réponse est important. Donc, on part de 0, on n'a pas de médicament qui est efficace. C'est sûr qu'on pourrait souhaiter que ce soit 100 des patients qui répondent, mais ce n'est pas comme ça, la vie et la biologie. Chaque tumeur peut ne pas avoir de récepteur voulu, mais c'est déjà extraordinaire que dans 25 des cas, qu'on soit capable de normaliser pendant 1 an de temps les niveaux de cortisol chez ces patients-là. On sait qu'il y a des effets secondaires qui sont assez fréquents, mais dans nos cas de patients, puis vous allez pouvoir leur poser la question, par exemple, les effets secondaires initiaux comme la diarrhée, un peu de nausée, etc., ça existe, c'est très fréquent, mais habituellement peu sévère. C'est rare qu'on est obligé d'arrêter les médicaments à cause de ça. L'effet secondaire le plus fréquent qui a été observé dans cette étude-ci, qui était un peu en partie une surprise, parce que le petit frère, l'octérotide, peut aussi causer ça, c'est que ça inhibe différentes hormones, y compris l'insuline et le glucagon, donc ça tend à faire monter la glycémie. Et effectivement, dans environ 75 des cas, le taux de glycémie ou le taux de sucre dans le sang a augmenté un peu par rapport à ce qu'il était auparavant. Et puis souvent, comme c'est le cas chez nos 4 patients, souvent c'est contrôlé très facilement par un comprimé pour traiter le diabète. Chez certains patients, ça peut être plus important. Certains patients ont besoin de rajouter un traitement avec plusieurs médicaments ou de l'insuline. Donc ça, c'est un effet secondaire qu'il faut absolument connaître. Et puis, on a maintenant des stratégies, puis il y a d'autres études que je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui qui ont été faites pour voir quels sont les meilleurs médicaments à utiliser pour contrer ceci. Il y a d'autres effets secondaires qui existaient déjà connus avec l'octérotide, entre autres le fait de développer des pierres dans la vésicule biliaire. Ça survient des cholélithiases. Ici, c'est survenu chez 30 des patients. C'est quand même pas négligeable. Puis on a même une patiente ici qui a eu besoin de se faire opérer pour la vésicule biliaire. Mais c'est le choix entre avoir une maladie qui est très néfaste et mortelle pour laquelle les alternatives, et puis d'accepter qu'il y a un effet secondaire possible qu'on sait, qu'on peut surveiller, et puis qui peut être corrigé s'il se développe. C'est la première molécule, puis c'est pas commercialement disponible. On espère que ça va l'être éventuellement, puis ça va être reconnu comme étant une cible. Mais en médecine, des fois, on utilise des médicaments qui n'ont pas été ciblés pour tel traitement spécifique. Par exemple, la cabergoline, c'est un médicament qu'on utilise couramment pour les gens qui ont des tumeurs hypophysaires qui produisent de la prolactine. C'est devenu
une forme de traitement extrêmement large. Puis quand les gens ont identifié le fait qu'il y avait des récepteurs pour la dopamine, qui est la cible de la cabergoline dans ces tumeurs-là, une équipe à Naples, puis notre équipe ont été les seconds à publier puis à rapporter chez 30 patients qui n'avaient pas été guéris par leur chirurgie hypophysaire qu'on était capable d'amener avec la cabergoline une amélioration puis une normalisation des taux de cortisol. Et lorsqu'on a suivi des patients, nous, pendant jusqu'à 5 ans, sous cabergoline, il y a 30 des patients qui sont améliorés par la cabergoline. Il y a même un de nos mêmes collègues à Rotterdam qui ont fait une mini-étude qui a été publiée dans le New England aussi sur 17 patients seulement, mais qui démontre que si on traite des patients avec le pacéréotide seulement, tel qu'attendu, il y a à peu près 29 qu'avec le pacéréotide seul qui réussissent à se normaliser, mais vous voyez que leur niveau de cortisol urinaire au départ n'était pas extrêmement élevé et ils se sont normalisés. Si en dedans d'un mois, ils n'étaient pas normalisés avec le pacéréotide seul, ils rajoutaient l'autre médicament qui est la cabergoline. Puis vous voyez qu'en faisant cette combinaison-là, là, on atteignait un autre 24 ça veut dire 50 des patients qui sont contrôlés par la combinaison cabergoline et pacéréotide, plutôt que 20 ou 30 avec un médicament seul. Donc, là, ça ouvre la porte, même si on a une amélioration partielle avec le pacéréotide, peut-être que la combinaison avec un autre médicament va donner des bons résultats. Et ils ont même rajouté un troisième médicament chez ceux qui n'étaient pas contrôlés. Puis là, évidemment, en rajoutant du kétoconazole, c'était presque 93 qui étaient contrôlés. Donc, vous voyez que ça ouvre la porte à des traitements combinés. Donc, on avance une étape à la fois pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Ça prend vraiment des gens qui sont capables de faire. Puis on a souligné, puis dans vos pochettes, vous avez l'information. Le rôle important, ceux qui ont des astéristes, c'est des gens qui ont pris leur retraite, mais le Dr Hardy, dans notre équipe, qui a vraiment développé la chirurgie hypophysaire, puis les gens qui lui ont succédé, Dr Bojanowski, Munjan, qui continuent le travail actuellement, puis les ORL, parce que maintenant, ça se fait vraiment en synergie là, pour la technique d'endoscopie avec les gens d'ORL. Ça prend les équipes de radiologie, puis la classification internationale, en fait, des tumeurs hypophysaires a été développée par Dr Vézina avec Dr Hardy. C'est encore utilisé partout dans le monde. La classification des tumeurs hypophysaires, et les équipes de radiologistes qui font soit l'imagerie de l'hypophyse ou qui vont faire les prélèvements dans les veines pour confirmer que l'ACTH vient de l'hypophyse, les sinus pétreux. Là aussi, ça prend des experts pour être capable de faire ça. Et au besoin, quand les gens ont besoin de radiothérapie, on a les équipes de radiothérapie. Puis tous mes collègues en endocrinologie, plusieurs d'entre eux sont au site Notre-Dame qui ont contribué de façon extrêmement importante. Là, on parle du Cushing aujourd'hui, puis il y en a plusieurs qui ont contribué à ça aussi. Mais les autres tumeurs hypophysaires aussi, les proactimones, c'est vraiment des experts reconnus à l'échelle internationale dans ces domaines-là, puis dans les remplacements aussi des pathologies hypophysaires. Puis ça prend des bons pathologistes aussi pour être capable d'interpréter les résultats. On a eu le Dr Françoise Robert qui a été reconnu comme une experte internationale. Puis maintenant, c'est le Dr Berthollet qui fait ça. Et parfois, le problème vient de la surrénale. Ça fait que Dr Isabelle Bourdeau est celle qui coordonne notre équipe suprarégionale des pathologies de la glande surrénale. Des fois, malheureusement, on a affaire à des cancers de la surrénale. Ça prend des experts aussi en oncologie médicale pour la chimiothérapie, des gens en imagerie. Dr Michel Gagné est celui qui a fait la première chirurgie de la surrénale par laparoscopie au monde, puis les gens qui lui ont succédé pour faire les chirurgies des surrénales maintenant. Puis encore, ça prend les radiologistes pour aller faire les prélèvements aussi dans les veines. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec les pathologistes pour interpréter tout ceci. Je vais peut-être commencer parce que, comme c'est la chirurgie hypophysaire qui est le premier traitement, je vais peut-être m'adresser d'abord à Mme Nicole Michaud puis à Mme Rondeau. Mme Michaud, je vous avais dit que c'est donc la dame qui a commencé après son accouchement, en fait, à développer ou à commencer un diabète, de la haute pression, un gain de poids, puis ça n'entrait pas dans l'ordre. Puis ça a pris 3, 4, 5 ans. Ça fait que peut-être pourriez nous raconter un petit peu, Mme Michaud, comment vous avez vécu ça, puis j'inviterais aussi les gens de la famille qui sont ici, parce que les proches qui vivent ça, je pense qu'ils pourraient dire des choses intéressantes. Bon, c'est ça. Moi, ça a commencé à mon deuxième... à ma deuxième grossesse. J'ai développé un diabète de grossesse. Bon, là, on fait avec. Après ça, à l'accouchement, ils m'ont dit, bon, après ça, ça va peut-être se régler. Finalement, pas du tout. Là, j'ai commencé la médication. Ça a pris un peu de temps. C'est sûr que j'avais beaucoup de poids, mais je me disais, bon, l'enfant,
J'essayais de faire l'exercice, manger bien, mais il n'y avait pas rien qui changeait. Alors, mon médecin de famille me traitait pour la haute pression, le diabète. Sauf que je me sentais pas bien quand même. Je savais pas ce que j'avais, mais je me disais, ça se peut pas que je sois comme ça. Mon médecin de famille est parti en congé de maternité. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller passer des tests dans un laboratoire privé. Puis, il y avait un endocrinologue qui travaillait là, qui m'a vu essayer d'ajuster la médication. En même temps, j'ai rencontré un rhumatologue parce que j'avais eu mal aux articulations. Puis c'est elle qui m'a mis sur la piste, qui m'a demandé si j'avais déjà fait un test de cortisol. Puis elle m'a parlé de la maladie de Cushing que je ne connaissais pas du tout. J'en ai parlé à l'endocrinologue qui a fait les tests, puis qui a dit oui, c'est probablement ça, puis qui m'a référé à Dr. Lacroix. Fait que ça, c'était en septembre 2009 que j'ai été diagnostiquée. Passé tous les tests pour s'aligner sur une tumeur à l'hypophyse du côté droit, mais pas visible à la résonance magnétique. On décide de choisir les médicaments. Il y a eu une amélioration. J'ai perdu comme à peu près une bonne dizaine de livres. Je me sentais bien. Suite à ça, bon, il y avait des bons résultats, mais pas encore parfaits. Un an après, on décide de faire un autre IRM. Puis finalement, là, ils ont vu que la tumeur était située en arrière de l'hypophyse. Puis que c'était le traitement qui était le mieux, c'était l'opération. C'est sûr que on est tous un peu craintifs. Sauf que ça s'est fait tellement vite, puis je me suis rendu compte que c'était tellement une équipe qui était toute nolisée pour ça que je ne pouvais pas dire non, puis c'était là. Fait qu'en décembre 2010, décembre 2011, 10. J'ai eu l'opération. Ça a pris comme peut-être, bon, j'ai retourné au travail 2 mois après. Fait que ça a quand même bien été, sauf que j'étais fatiguée. Un petit peu de problèmes au niveau des sinus. Avant, je faisais des allergies. Là, c'était réglé depuis quelques années, mais là, bon, les allergies sont revenues. Mais bon, c'est contrôlable. Là, ça fait 1 an et quelques. J'ai cessé toute médication. Je prends seulement du calcium parce que j'avais une petite baisse dans ma densité osseuse, mais c'est la seule chose que je prends maintenant. Je prends plus. Depuis 1 mois, je prends aucun médicament. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, en tout cas, j'espère que ça va rester comme ça, c'est sûr. Parce que là, présentement, bon, j'ai plus de diabète, ou en tout cas, faut qu'on surveille ça, là, mais haute pression non plus. Puis c'est sûr que je suis revenue à la taille que j'avais il y a 10 ans, là, ou en tout cas 7 ans. Fait que j'ai perdu comme à peu près 30 livres. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une réussite, là, puis je suis bien heureuse de l'avoir faite, finalement. Dans votre état de bien-être ou de sommeil ou de concentration, tout ça, est-ce que vous avez trouvé des changements? Est-ce que vous étiez... Pas beaucoup, parce que j'avais pas vraiment de troubles de sommeil. Peut-être un petit peu, mais c'est passé. C'est sûr que la sensibilité commence à revenir un peu, parce qu'avant, là, je me pinçais, puis je sentais pas grand-chose. Puis là, ben là, ouais, là, je commence à retrouver un peu ma sensibilité, à peu près ça. OK. Fait que Madame Rondeau, est-ce que vous voudriez nous résumer un petit peu comment vous avez vécu cette expérience-là? Merci. Ben, pour ma part, ça a été très rapide. Au mois de mai, j'ai commencé à avoir des symptômes. J'en ai eu beaucoup. Ça a commencé léger, des petits symptômes qu'on pense que tout le monde peut avoir, comme des petits boutons,
des mal à mes articulations, manque de sommeil, je dormais plus. C'est des choses que tu vois que c'est bizarre, que tu comprends pas ce qui arrive, mais que on n'arrive pas à mettre un mot, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des démarches par moi-même. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Puis, je suis allée, de ma part, dans une clinique médicale sans rendez-vous. Puis, j'ai demandé qu'on me fasse un bilan de santé, là, tu sais, des prises de sang, tout ça, pour que j'aie quelque chose à discuter avec mon médecin quand on allait se rencontrer, parce que je voulais accélérer les choses. Puis effectivement, elle me dit « Ah, les taux, c'est pas normal, il y a quelque chose, mais quoi, tu sais? » Puis entre-temps, j'ai fait 2 pierres au rein. Fait qu'on me disait tout le temps « Ah, c'était pierre, c'était pierre. » Un coup que... Parce que je n'ai fait une avant, puis une autre 1 mois plus tard. Puis on me disait toujours, c'est ça. La première pierre, on me dit « Ah, c'est ta pierre, ça va être sûrement ça. Quand elle va passer, ça va revenir, tout ça. » Fait que, OK, mais je continuais d'empirer tout ça. 1 mois plus tard, j'ai ma 2e pierre au rein. Puis là, c'est ça, j'explique que mais je continue. Je dis, j'ai toujours des petits symptômes. Puis je dis, j'ai ça. Puis tout le monde, ah, ben, ça va être tes pierres. Je me sentais un peu incomprise dans mon. J'avais l'impression qu'on me croyait pas, tu sais. C'était juste comme, ah, t'engraisses ou, tu sais. Puis finalement, mon médecin de famille, c'est ça, elle a incité pour que j'aille voir un médecin en médecine externe, je me trompe. Médecine interne. Interne. Oui. Puis là, c'est ça, on a fait plus... Vos pressions artérielles étaient comment? Ah, c'était élevé. C'était élevé, assez qu'un médecin, quand je suis allée en clinique, sans rendez-vous, puis tout ça, puis j'ai fait pour mes prises de sang, il me prend ma pression, tout ça, puis il dit « Ah, je pense que c'est le syndrome de la chemise blanche. » Mais là, je dis non, je suis pas stressée du tout, je suis très à l'aise, là. Il dit, oh, je pense que c'est ça. Mais là, non, tu sais, on se sent pas compris, tu sais, c'est... En tout cas, fait que suite à ça, c'est ça. Je vais en clinique interne, tout ça. Puis, j'ai été diagnostiquée finalement 3 mois plus tard des débuts de mes symptômes. Fait que j'étais vraiment contente. Je comprenais pas trop c'était quoi. Elle essayait de me l'expliquer, mais c'est des termes quand même médicaux, hein, qu'on ne connaît pas. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai été diagnostiquée, ça a été pris très rapidement. On a rentré en communication très rapidement. Ça a déboulé les examens, tout ça, pour localiser c'était où, la tumeur, pour en venir que c'était sa glande hypophysaire. Puis, j'ai eu l'opération. Pour moi, c'était ça, mais on n'a pas eu d'autres... c'était ça, là, puis c'était correct. Après ça, c'est ça. J'ai été opérée en octobre 2010. Puis, c'était pas facile. Il y a eu le après aussi. Il y a le avant, mais il y a le après aussi. Ça a pris un bon 2 mois pour dire que je recommençais à fonctionner. Moi, j'ai 3 enfants, donc c'était intense à la maison. Puis, j'étais maman à la maison avant d'être malade. Donc, c'est ça. Ça a pris un bon 2 mois là, avant que je puisse recommencer à fonctionner un peu, puis à revenir à mes habitudes, tu sais. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, aujourd'hui, je prends plus de cortisone, rien. Je prends du calcium, moi aussi, pour mes os, vitamine D. Puis, jusqu'à date, ça fonctionne bien. Puis, le moral est là. La pression artérielle, c'est normalisé. Ça a été réglé à la seconde près quasiment de mon opération. J'ai été opérée, on m'a pris ma pression, je pense qu'elle était super belle. Ça a été instantané. Ça a été, Vous avez perdu combien de poids? j'ai perdu 37 livres. Même là, je suis rendue à 40 livres. 40 livres de perdu. Il faut comprendre que quand la chirurgie est faite, les taux de cortisone qui étaient très hauts passent à des niveaux très bas. C'est très difficile pour les patients parce que ça prend en moyenne 1 an avant que le système d'hypophyse normal reprenne sa fonction. C'est une période très difficile parce que c'est une adaptation progressive à passer de taux beaucoup trop élevés, d'être en manque relatif de cortisone. Il faut que ça se fasse progressivement, l'adaptation puis le sevrage. Là, souvent, les patients sont plus malades de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, qu'il faut y aller progressivement par palier. Mais quand les gens sont au courant puis qu'on le fait progressivement, éventuellement, ils sont heureux quand tout peut rentrer dans l'ordre.
Encore une fois, je veux vous remercier tous de vous être déplacés. Les patients qui sont venus de très loin, accompagnés par leur famille, c'est qu'on l'apprécie beaucoup. Merci.